Bonjour à toutes et à tous. Les vacances d'été prennent fin pour la plupart d'entre nous et avec elles se referme cette sorte de parenthèse qui va marquer le retour à la vie ordinaire. Cette parenthèse, elle est quand même assez spéciale et on peut prendre occasion aujourd'hui de réfléchir à ce qu'elle représente. Pour la plupart d'entre nous, être en vacances, c'est d'abord partir en vacances. Aller à la campagne, à la mer, à la montagne, partir à l'étranger. On est en droit de se demander ce que cette sorte de fuite peut bien cacher, voire peut révéler de notre vie, de notre rapport à nos occupations ordinaires. C'est ce que nous allons nous efforcer de faire aujourd'hui. Au fond, pourquoi avons-nous ce besoin, à un moment, de nous éloigner du lieu où se déroule habituellement notre vie et de tout ce qui marque le cadre ordinaire de nos existences? On peut considérer que c'est là l'occasion de se ressourcer, mais cela va même parfois plus loin, puisque à cette envie de se ressourcer peut s'ajouter la tentation de tout plaquer, de faire en sorte que ce départ ne soit pas qu'un épisode dans notre existence, que ce ne soit pas seulement quelques semaines au cours d'une année, mais qu'il y ait un départ plus définitif, une mise en retrait presque totale de cette existence. C'est d'autant plus tentant que les circonstances peuvent être rudes et que la vie professionnelle, la vie familiale, la vie personnelle à tous égards peut conduire à une grosse fatigue. Pourquoi tu te mets dans cet état-là? Parce que tout me fait chier en ce moment, voilà. Les gens me font chier, mon père me fait chier, écrire me fait chier, toi aussi tu me fais chier. Écoutez, pourquoi vous ne viendrez pas travailler chez moi à la campagne? La maison est grande, vous seriez complètement indépendant. Puis vous seriez au calme, les premiers voisins sont à 5 kilomètres. Quoi, c'est dans le Ténéré? Non, c'est dans le Luberon. Si vous ajoutez à ça le fait que, au-delà de nos petites existences particulières, les circonstances plus générales, politiques, mondiales, sont elles-mêmes assez rudes. On entend beaucoup de personnes se plaindre du fait que l'atmosphère est tendue, qu'entre la crise sanitaire, les différentes crises politiques, militaires, on est dans une période qui est assez rude et qui met nos nerfs à l'épreuve. Eh bien, on peut souhaiter effectivement se mettre en retrait de toutes ces circonstances. Et encore, nous nous trouvons pour la plupart dans la posture de simples citoyens qui assistons bien plus que nous n'agissons sur ces circonstances. Imaginez donc ce que peut être cette tentation pour quelqu'un qui est partie prenante par ses décisions, par son action de ces circonstances. C'est précisément la situation qui était celle au IIe siècle après Jésus-Christ de Marc Aurèle, et on trouve dans les pensées pour moi-même de Marc Aurèle cette tentation de la retraite qui ne pouvait pas manquer de résonner étrangement avec les mois que nous venons de passer, avec cette autre parenthèse que, dans des conditions un peu différentes, le confinement a représenté pour un certain nombre d'entre nous. Tu vois cette carte, Maximus? C'est le monde que j'ai créé. Pendant 25 ans, j'ai conquis des terres, fait couler le sang pour étendre l'Empire. Depuis que je suis devenu César, je n'ai connu que 4 ans sans guerre, 4 ans de paix sur 25. Et pourquoi? Alors il y a là la fiction, mais dans la réalité, on trouve un texte de Marc Aurèle, un texte extrait des Pensées pour moi-même, dont il est l'auteur, et qui est l'espèce de réflexion prolongée de ce que l'on voit à l'état embryonnaire dans l'extrait du film que vous venez de regarder, l'extrait de Gladiator de Ridley Scott. Ce texte, dans les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, il se trouve au livre 4, c'est le chapitre 3. Je lis. On se cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer, à la montagne, et toi aussi tu as coutume de désirer ces sortes de choses au plus haut point. Mais tout cela marque une grande simplicité d'esprit, car on peut, à toute heure de son choix, se retirer en soi-même. Nulle part on ne trouve de retraite plus paisible, plus exempte de tracas que dans son âme, surtout quand elle renferme de ses biens sur lesquels il suffit de se pencher pour recouvrer aussitôt toute son aise. Et, par aise, je ne veux dire autre chose que l'état d'une âme bien ordonnée. Accorde-toi donc constamment cette retraite et renouvelle-toi. Mais qu'il s'y trouve de ces maximes concises et essentielles
qui, rencontrés d'abord, excluront toute peine et te renverront guéri de ton irritation à tes occupations quand tu y retournes. Alors, je marque une pause ici. La suite va nous intéresser, mais pour bien la comprendre, il y a un certain nombre de choses que nous devons, au préalable, mettre en place, d'où la présentation du stoïcisme et de Marc Aurèle qui va suivre. Marc Aurèle est un philosophe stoïcien. Il appartient donc à une tradition philosophique qui commence 3 siècles avant Jésus-Christ et qui va se poursuivre de manière ininterrompue jusqu'à 3 siècles après Jésus-Christ. Évidemment, le stoïcisme existe encore, mais il n'a plus cette existence officielle, institutionnelle, avec une école, des chefs d'école, des enseignants, comme ce fut le cas à Athènes et dans le bassin méditerranéen, il y a quasiment 2000 ans. Et ce que l'on sait généralement du stoïcisme, c'est que c'est une philosophie qui prône une certaine impassibilité. Littéralement, donc être impassible, c'est être insensible aux passions. Impassibilité face à tout ce qui pourrait être de l'ordre d'une perturbation. Au fond, si on voulait caricaturer, on pourrait dire que le stoïcien, celui qui donc reste stoïque, c'est celui qui est impassible, même lorsqu'il tombe sur certains cas. Mademoiselle Lind va me donner le numéro de compte si ce n'est déjà fait. Par conséquent, je n'attends de vous que le mot de passe. Ça me gratte un peu. En dessous. Bon, on n'ira peut-être pas jusque-là non plus. Marc Aurèle, au IIe siècle après Jésus-Christ, a la double casquette d'empereur et de philosophe. Sa charge d'empereur est énorme, il règne sur une large partie du monde connu, et comme on l'a vu dans l'extrait du film de Ridley Scott, il n'a pas toujours la tâche facile. Pour l'aider dans cette tâche, il s'appuie donc sur les ressources que le stoïcisme a mis à sa disposition. Et le stoïcisme, ce n'est pas, pour Marc Aurèle, exclusivement un corps doctrinal, avec un certain nombre de pensées, mais c'est bien une manière de vivre qu'il faut s'incorporer, qu'il faut assimiler par tout un ensemble d'exercices spirituels. L'un des exercices spirituels que pratique le plus constamment Marc Aurèle, c'est l'écriture. Il s'agit, par la répétition, par la méditation, et donc dans la fixation par l'écriture, de se remémorer un certain nombre de principes essentiels du stoïcisme, et surtout de faire en sorte qu'il ne soit pas que la théorie, mais qu'il puisse être tellement assimilé que l'on va les mettre en pratique. Les pensées pour moi-même, c'est donc le cahier d'exercices spirituels de Marc Aurèle. Ce n'est pas simplement un traité philosophique qui invente une philosophie nouvelle. Tout le stoïcisme existe avant que Marc Aurèle ne s'en empare. Les pensées pour moi-même, c'est le cahier dans lequel Marc Aurèle fait les exercices qui doivent le rendre véritablement, profondément stoïcien. Et c'est encore plus marquant si jamais nous faisons un petit excursus du côté d'une hypothèse de lecture qui va s'avérer assez intéressante et assez riche, je crois, pour comprendre l'extrait que j'ai évoqué à l'instant et dont on va parler plus longuement, à savoir le chapitre 3 du livre 4. En effet, selon certains commentateurs de Marc Aurèle, il y a une véritable tentation chez lui, une tentation de l'épicurisme. C'est un philosophe stoïcien, mais un philosophe stoïcien qui régulièrement se demande si il ne devrait pas succomber aux sirènes de l'épicurisme. Alors ce qui peut par exemple marquer cette tentation, c'est la présence très régulière dans le texte des pensées pour moi-même d'une formule que l'on appelle la disjonctive. Donc une disjonction, c'est le moment où deux chemins se séparent et il faut choisir celui des deux que l'on va emprunter. La disjonctive très régulièrement présente dans les pensées entre le hasard et la nécessité, les atomes ou la providence. Soit on est du côté du hasard et des atomes, et du tracé hasardeux des atomes, et ça c'est la voie de l'épicurisme, soit on est du côté de la nécessité et de la providence, et ça c'est la voie du stoïcisme. Marc Aurèle, sur bien des points, pourrait se rallier à l'épicurisme, mais
la physique des épicuriens, cette conception d'un univers qui avance à l'aveuglette et qui aurait pu être tout à fait autre qu'il n'est présentement, c'est sans doute l'argument massu qui fait que, in extremis, il s'abstient d'aller vers l'épicurisme et qu'il reste du côté du stoïcisme. Vous avez par exemple dans certains articles de Frédéric Ildefonse cette hypothèse qui va être exploitée. Et donc, les cahiers, les pensées pour moi-même, ce cahier d'exercice spirituel de Marc Aurèle, sont à bien des égards des occasions pour Marc Aurèle de se rassurer sur le fait qu'il a fait le bon choix en choisissant le stoïcisme plutôt que l'épicurisme. Il y a une sorte de concurrence qui va se mettre en place entre les deux doctrines dans le texte de Marc Aurèle. Et je crois que cette concurrence, on peut l'utiliser pour interpréter le texte qui nous préoccupe aujourd'hui. On peut y voir sur ce thème de la retraite quelque chose qui est foncièrement anti-épicurien. C'est même plus malin et presque plus pervers que cela. Au fond, c'est comme si Marc Aurèle, dans ce texte-là, se faisait fort de prendre les épicuriens à leur propre jeu. En effet, il faut avoir en tête que les épicuriens, ce sont ces philosophes dont le mot d'ordre était « pour vivre heureux, vivons cachés ». La retraite, la mise à l'écart du monde, la vie au jardin, parmi les amis, mais sans se préoccuper de la gestion de la cité, c'est une thématique spécifiquement épicurienne. Eh bien, Marc Aurèle va prendre les épicuriens à leur propre jeu et essayer de leur montrer ce que serait une véritable retraite, d'où le fait qu'il se moque, au début de l'extrait qu'on a lu tout à l'heure, de ces gens qui voudraient partir à la campagne, à la montagne ou au bord de la mer, sans se rendre compte qu'au fond, ils vont y emporter leurs propres problèmes. D'ailleurs, dans le texte, la première fois qu'on rencontre le terme de retraite, on se cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer ou à la montagne. Dans le texte grec, le mot qui est traduit ici par retraite, c'est un terme qui est précédé d'un préfixe qui indique justement l'éloignement dans l'espace, le fait d'un retrait géographique, d'aller ailleurs que là où on se trouve, à la manière de ce que nous faisons, je le disais en introduction, quand nous partons en vacances et que nous cherchons à nous éloigner des tracas du quotidien en dehors de ces périodes de vacances. Or, quand Marc Aurèle reprend à son compte cette thématique de la retraite et qu'il réutilise, mais cette fois-ci dans une perspective qui, rompant avec l'épicurisme, se veut stoïcienne, quand il reprend donc à son compte ce terme de la retraite, le préfixe change et au lieu d'avoir un préfixe qui indique l'éloignement géographique, on a un préfixe qui indique une sorte de descente en soi-même, de retraite qui se voudrait introspective, spirituelle et non plus géographique. Cette retraite, c'est celle qu'il s'agit d'élaborer pour être conforme aux thèses du stoïcisme. Et ce qu'on voit apparaître à ce moment-là, c'est que cette retraite ne peut plus du tout être prise comme une fuite, une désertion, voire une déroute face aux difficultés de la vie qu'on ne serait plus capable d'affronter. Cette retraite, elle est l'occasion d'un renouvellement. Le terme est d'ailleurs présent dans le texte de Marc Aurèle. Accorde-toi donc constamment cette retraite et renouvelle-toi. Et surtout, c'est la suite qui nous intéresse ici, Marc Aurèle précise que dans cette retraite, nous devons trouver les maximes, donc les préceptes fondamentaux du stoïcisme, pour pouvoir les réactiver. Alors on va ici nous utiliser une métaphore militaire qui nous est soufflée par Marc Aurèle et qui était déjà présente chez les stoïciens avant lui. On la retrouve par exemple chez Épictète, dont les écrits ont été le lieu de formation privilégié de Marc Aurèle pour le stoïcisme. Cette métaphore militaire, c'est celle qui voudrait que notre esprit, grâce au stoïcisme, devienne telle une citadelle intérieure. Et d'ailleurs, ce terme de citadelle intérieure, c'est celui qu'on retrouve qui a donné le titre de la première édition du plus important des commentaires des pensées pour moi-même par Pierre Hadot. Maintenant, ça s'appelle Introduction aux pensées de Marc Aurèle, mais initialement, le titre était La citadelle intérieure. Citadelle et pas forteresse, la nuance est particulièrement importante. Parce que la forteresse, c'est le lieu où l'on se replie.
c'est le lieu où l'on peut se trouver assiégé, comme si les difficultés de l'extérieur venaient frapper à notre porte, mais qu'on restait bien tranquillement caché derrière ces murailles, parce qu'on ne se sent pas capable de les affronter directement. Une citadelle, c'est un endroit à partir duquel on peut être vigilant, où on peut veiller sur ce qui se passe tout autour, où on reste donc ouvert sur ce qui est à l'extérieur et pas juste replié sur soi-même. Et c'est important parce que, précisément, c'est ça qu'exige Marc Aurèle de nous. Nous devons, dans cette espèce de repli qui précède une contre-offensive, nous devons faire en sorte de retrouver la motivation, de retrouver les vérités du stoïcisme avec lesquelles, bien armés, nous allons pouvoir retourner à l'assaut de notre vie. Il ne s'agit pas de se mettre définitivement à l'écart, il s'agit de s'accorder une pause, le temps de retrouver l'énergie de faire face aux difficultés de l'existence. C'est pourquoi il insiste bien sur le fait que l'on doit trouver dans cette citadelle intérieure des maximes concises et essentielles qui, rencontrées d'abord, excluront toute peine et te renverront guéri de ton irritation à tes occupations quand tu y retournes. Nous renvoyer guéris à nos occupations quand nous y retournons. C'est là l'essentiel. Au fond, je parlais tout à l'heure de la muraille derrière laquelle on se retrancherait. Le stoïcisme pour Marc Aurèle, c'est plutôt une sorte d'armure que l'on va pouvoir revêtir pour retourner au combat. Alors, une image peut nous venir, une image qui est un peu moins militaire, mais qui reste quand même dans le registre guerrier, c'est celle du boxeur. Du boxeur qui, entre deux rounds, retourne dans son coin et reçoit les conseils de son entraîneur, les conseils de son coach, qui va le regonfler à bloc pour qu'il puisse à nouveau partir à l'assaut sur le ring. Le repli du boxeur n'est en aucun cas une déroute, n'est en aucun cas une fuite. Il va retourner affronter son adversaire dans le round suivant. Tournez, café. Oui, il a l'air. Oh, il est beaucoup mieux qu'avant. Cesse de gigoter, de faire le soir, colle-toi sur lui et frappe. Tape dans les côtes. Coupe-lui le souffle à ce fumier. Il est formidable. Et précisément, la suite du texte de Marc Aurèle, donc dans ce chapitre 3 du livre 4, nous donne un certain nombre d'exemples de ces maximes qu'il faut tenir prêtes pour pouvoir retourner à l'assaut. Par exemple, peut-être es-tu mécontent du lot qui t'est assigné sur l'ensemble, remémore-toi la disjonctive ou une providence ou des atomes et toutes les preuves par lesquelles on t'a démontré que le monde est comme une cité. Autre obstacle que l'on peut rencontrer, mais ce qui intéresse ton corps aura encore prise sur toi. Réponse, maxime dont on a besoin pour pouvoir repartir à l'attaque de la vie. Considère que l'intelligence ne se mêle pas aux agitations, ou douces ou violentes, du souffle vital, une fois qu'elle s'est reprise et qu'elle a reconnu son pouvoir. Et enfin, rappelle-toi tout ce qu'on t'a enseigné sur la douleur et le plaisir, à quoi tu as donné ton assentiment. Et ainsi donc, la suite du texte va aligner les différentes difficultés, les différents obstacles possibles avec les réponses possibles telles que le stoïcisme les a préparées. La toute fin de l'extrait permet d'ailleurs de faire la synthèse de ce mouvement de repli et de contre-offensive en expliquant une vérité fondamentale du stoïcisme qui est la suivante. D'abord, les choses ne touchent pas l'âme, elles demeurent au dehors, immobiles. Les troubles ne proviennent que du jugement intérieur. En second lieu, tout ce spectacle que tu vois, en un clin d'œil, il va se transformer et cesser d'être. On voit bien ici le thème de la citadelle intérieure, c'est-à-dire de cette limite que l'on met entre soi et le monde, non pas pour s'en isoler, mais pour pouvoir le fréquenter d'une manière qui le rende supportable. D'une part, considérer que mon esprit ou mon âme, en enlevant la connotation trop religieuse et chrétienne du terme, mon esprit ou mon âme ne sont pas directement touchés par la rudesse des événements extérieurs, et en rappelant que ces événements extérieurs, ils ont un caractère éphémère, quelque chose qui est assez fragile, et ils ne dureront pas éternellement. Je vais donc pouvoir les supporter le temps qu'ils passent. Voilà ce que, à mon sens, Marc Aurèle peut nous apprendre sur ce qu'est une véritable et une bonne retraite, au sens non pas de la fin de la vie professionnelle, mais du repli temporaire. Et si jamais on a des interrogations sur ce que
peuvent être les temps de confinement que nous avons traversés, peut-être même ceux qui nous attendraient à nouveau. Je crois qu'on a ici une lecture profitable pour pouvoir en faire quelque chose de bon. Je vous remercie, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo, et d'ici là, soyez sages.